En 2022, j'ai couru bêtement un semi-marathon sans entraînement. C'est un peu faux, j'avais couru 3 km une semaine avant, sans entraînement. Cette année, 2024, au moment où je tourne la vidéo, j'ai couru un marathon en m'entraînant, parce que j'apprends de mes erreurs. Salut, je suis l'archétype des personnes qui aiment bien les projets un peu cérébraux, qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien booster leur cerveau et qui ont tendance à oublier qu'ils ont un corps derrière et que le cerveau fait partie de ce corps-là et que l'ensemble a tendance à mieux fonctionner si on prend soin de tout. Par exemple, la science a démontré que les personnes qui faisaient régulièrement du cardio avaient du coup un plus gros hippocampe dans le cerveau, donc une meilleure mémoire. Et il y a un tout petit peu plus d'un an, j'ai découvert que j'avais 2 jambes et que peut-être je pouvais les avancer l'une après l'autre. Dans cette vidéo, je voulais vous raconter comment je suis passé de jamais faire de sport du tout à je m'entraîne régulièrement et comment j'ai fait pour ça, jusqu'à je tente de faire mon premier marathon, à savoir le marathon pour tous. C'était le marathon sur le tracé des JO de Paris 2024. Donc c'était le même marathon qu'allaient faire les vrais athlètes des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que nous, les no-name, on partait entre l'épreuve masculine et l'épreuve féminine qui clôturait les Jeux Olympiques de Paris avant les Jeux Paralympiques. Je ne vais pas revenir 3 heures sur le semi-marathon de 2022. Si vous voulez, il y a un débrief en vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Tout petit peu plus d'un an après ce semi-marathon, donc en 2023, au mois de juin 2023, je vais être très honnête avec vous, tout commence par la découverte d'une petite pellicule de gras au-dessus de ce qui pourrait être mes abdominaux. Alors c'est pas que je sois très contrôlant sur mon corps, ou c'est pas d'ailleurs que ce soit un grand problème d'avoir un petit truc au-dessus du bidou, c'est que moi, je consomme énormément de mayonnaise. Et je sais que si je fais pas un peu attention à ce genre de signaux, eh bien, ça peut devenir un problème pour moi. C'est vraiment dans ma vision de mon esthétique personnelle envers moi-même. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. On a le corps qu'on a envie d'avoir. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir cette pellicule de gras sur les abdos. Et c'est tellement simple de régler le problème immédiatement que j'ai pas envie d'attendre en fait que ce soit un plus gros problème à résoudre pour moi. Donc, nous sommes au mois de juin 2023 et je prends la décision tout bête de faire un peu gaffe à mon alimentation, c'est-à-dire je vais me restreindre sur la mayonnaise pendant quelques semaines ou quelques mois, et parce que vraiment il faut avoir conscience que j'en mets partout. Moi je cherche quoi manger avec la mayo, c'est dans ce sens-là que je prépare ma cuisine. Et je me dis je vais marcher tous les jours mes 10 000 pas, les fameux 10 000 pas. C'est un peu une légende urbaine ce truc-là, mais ça fait pas de mal au corps de faire 10 000 pas dans sa journée. Donc je pars de chez moi, je vais à un parc qui est pas si loin que ça de chez moi. Et si je marche un peu dans le parc, etc., le temps de revenir chez moi, j'ai fait les 10 000 pas, donc je fais ça en fin de journée. C'est pas mal. Je fais ça au mois de juin, je fais ça au mois de juillet. Et au mois d'août, ça commence à être un petit peu ennuyeux parce que ça prend du temps de faire ça. Et me vient un truc. Vous allez vous moquer. Je me dis, hey, je suis malin. J'ai qu'à courir, ça ira plus vite. Faut que vous compreniez qu'à ce moment-là, je me dis pas, je me mets à la course à pied. Je me dis juste, si je cours, je vais aller plus vite pour faire mes 10 000 pas. J'ai l'impression à ce moment-là d'avoir trouvé une astuce. Le mec a juste réinventé la course à pied. Mais quelqu'un va se faire un plaisir de me le rappeler. C'est ma compagne, la personne avec qui je vis. Elle court des semi-marathons, elle court des marathons, elle court des 10 km, des 20 km. Elle fait plein de courses à pied. Elle s'entraîne. Alors je vais sortir avec elle. Pas les mêmes distances, pas au même rythme, mais c'est une bonne motivation de sortir ensemble et puis c'est une très bonne activité de couple à partager que de faire du sport ensemble. La première vraie sortie que je fais avec elle, c'est fin août. On a une photo de ça, c'est vachement nul hein. Et on va courir ensemble, la plupart du temps majoritairement ensemble, où c'est moi qui me colle à ces entraînements, sur septembre, octobre et novembre. Notre méthode d'entraînement est très claire. Chaque fois que l'on va courir, il faut qu'on fasse un meilleur score que la fois précédente. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas parce que sinon ça veut dire qu'à la fin tu fais des sorties où tu cours à 500 km/h au bout d'un moment. Il y a une espèce de côté exponentiel que tu vas pas réussir à rattraper. Mais nous on n'avait pas conscience de ça. On n'avait pas de coach. Il manquait quelque chose parce que on avait des grosses déceptions en entraînement. Parce que les fois où tu fais pas aussi bien que la fois d'avant, du coup tu es très déçu. On va comme ça sortir régulièrement et on s'améliore quand même un minimum, quoi qu'il arrive. Donc me vient une idée, je cherche une petite course avec dossard. C'est-à-dire acheter un dossard quelque part pour aller courir sur une route qui est fermée avec un ravitaillement quelque part, etc.
et j'en trouve une début décembre. C'est la première édition du 10 km de la Tour Eiffel. Je trouve la course, je suis disponible pour la faire, ma compagne aussi, donc elle s'inscrit aussi avec moi. Je pars vraiment pas sûr de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que 2 fois, depuis que je me suis mis un peu à courir fin août, où j'ai parcouru la distance de 10 km. Ces 2 fois, c'était dans la forêt de Vincennes. Ces 2 fois, c'était par hasard. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de le faire. Et puis, c'était le bon jour, le bon moment, le bon corps, le bon mental. Je sais pas, je m'arrêtais pas de courir. Donc là, j'y vais en mode, oh là là, j'ai un petit peu peur. C'est tôt le matin. Il fait super froid et moi, je suis super frileux. Et comme je cours pas beaucoup, j'ai pas encore vraiment conscience que quand tu cours, après ton corps se réchauffe. Et je me dis, si je le fais en 1h15, déjà, je serai content. Parce qu'il faut pas être trop gourmand dans la vie. Et 1h15, 10 km, en fait, c'est super. On y va, on se présente là-bas. Déjà, quel plaisir, effectivement, de courir avec des routes fermées, sans être soumis à des feux, sans se demander si on va aller à droite, à gauche, machin, tout ça. Tu as juste à débrancher ton cerveau et puis à avancer dans cette course. Et j'avance sans regarder ma montre. J'essaie en fait de profiter vraiment de ce moment-là. Et finalement, on arrive à la ligne d'arrivée et j'ai fait 58 minutes, je crois, ou 59 minutes. En tout cas, j'ai fait moins d'1 heure. Ça, c'est cool. Ça, je suis très content. Parce que je suis content d'avoir fini ma course, mais je suis content d'avoir fait en moins d'1 heure puisque c'était pas l'objectif. Mon objectif n'était que de finir la course, potentiellement de la faire en 1h15, ce qui est quand même très très envisageable. Alors ça m'a beaucoup rassuré, ça m'a montré quand même que j'avais quand même mieux fait les choses que l'année précédente. Et surtout, ça me donne envie de continuer. Mais il y a une information que vous n'avez pas encore. Ce que vous ne savez pas, c'est un mail que je reçois le 5 avril 2023 de la part de Aurélia qui me dit « Hey, ça te dit de courir le marathon des JO? Inscris-toi, on te donne un dossard. » Et après un tout petit peu de réflexion, je dis oui. Je dis oui parce que je me dis j'aurais pas 2 fois cette chance-là dans ma vie de courir sur un parcours olympique. Il faut commencer par dire oui. Ça laisse 1 an et quelques mois d'entraînement. Et après, voici ce que je peux faire. Soit je pouvais faire le 10 km, parce qu'il y avait les 10 km des JO, soit je pouvais faire le marathon, les 42 km. Je dis ça va, c'est pas un engagement sur le sang, je suis pas en train de signer avec mon âme. Au pire des cas, si je vois que c'est trop compliqué avec la tournée, etc., de m'entraîner et tout, eh bien je m'entraînerai pour essayer de faire 10 km, ce qui déjà à l'époque est un challenge pour moi. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai dit oui pour avoir un dossard pour faire ou le 10 ou le 42,195 km. Et là je vous ramène au mois de décembre, je viens de finir le 10 km de la Tour Eiffel, j'ai ce dossard qui m'est réservé. Si je dois faire un marathon dans ma vie, c'est maintenant, il faut que je le prépare. Au moment où je me dis ça, par contre, je me sens incapable de faire un marathon. Je vous spoil encore plus, j'ai fait ce marathon et pourtant encore aujourd'hui, je me sens incapable de faire un marathon. Je me dis non, c'est pas possible que j'ai fait un marathon là dernièrement. C'est tellement gigantesque et puis j'ai 42 ans, donc en fait, moi j'ai une relation avec mon corps et avec le sport qui me donne une certaine croyance depuis 42 ans. Et cette croyance, c'est Fabien n'est pas bon au sport, point. Même là, en l'ayant fait, j'ai la même pensée que décembre 2023 où je me dis allez, entraîne-toi et tente le 42 km. Pour vraiment bien s'entraîner, il faut à un moment donné se faire coacher. Mais moi j'ai une vie un petit peu particulière. Si vous regardez en arrière, de janvier à juin 2024, c'était le gros de la tournée de mon spectacle. Ça veut dire que je suis pas chez moi 3, 4, des fois 5 jours par semaine avec les conférences. Quand je suis à Paris, c'est le bureau, c'est les tournages, c'est le travail. Entre-temps, il y a les phases d'écriture de livres où je réserve des semaines complètes à l'écriture de livres. C'est pas évident de dire on va caler un entraînement avec un coach qui va te dire quoi faire, etc. Mais ma compagne, qui elle aussi prépare ses courses, se dit c'est peut-être pas la bonne manière qu'on a de s'entraîner, de courir toujours plus vite et toujours plus droit jusqu'à en être dégoûté des fois de courir. Je vais commencer à me renseigner de ce qui existe. Et elle regardait beaucoup de contenu de Running Addict. C'est un gars qui s'appelle Nico, qui a une chaîne qui s'appelle Running Addict et qui fait des contenus comme ça sur Internet, sur le sport et sur la course à pied majoritairement. On avait regardé ensemble aussi quelques contenus, donc je voyais très bien qui c'était. Et lui avait développé une appli qui s'appelle Campus Coach. Et l'idée de cette application, c'est de te faire un programme de sport suivant qui tu es. En tout cas, c'est comme ça qu'on perçoit l'application, nous, à l'époque, ça va être une application de coaching en fonction de nos résultats et de nos stats. Donc, elle prend un plan sur Campus Coach pour préparer une course au mois d'avril et l'application lui génère tout son plan d'entraînement semaine par semaine de janvier jusqu'au 7 avril. Et le 7 avril, c'est quoi?
c'est le marathon de Paris. Et me vient une petite idée. Je vais faire exactement la même préparation qu'elle jusqu'au 7 avril. Alors exactement, tant que j'arrive à la suivre au niveau des rythmes, etc. Jusqu'au 7 avril. Et le 7 avril, moi, je vais pas faire un marathon. Je serai pas prêt, je cours pas depuis assez longtemps. Je vais juste me tester sur une distance longue en bénéficiant de routes fermées. Parce que j'aurais bien aimé faire le semi-marathon de Paris, mais j'étais en spectacle, où je pourrais m'essayer sur une distance de 25 à 30 km, ce qui me paraissait déjà assez inenvisageable. Mais voilà, sur route fermée, avec des ravitaillements, ça me permettra de voir un peu comment réagit mon corps. Nous découvrons ce que c'est un plan d'entraînement, en fait, finalement. Donc Campus propose 3 sorties par semaine, dans nous, ce qu'on avait demandé à l'époque. Donc en gros, on a une sortie d'intensité, une sortie en endurance fondamentale. Je fais semblant que je connais ces termes, à l'époque je ne les connais pas. Et une sortie longue, souvent en endurance fondamentale ou parfois avec un bloc actif. Et ça commence d'une manière très raisonnable. On commence par des petites courses et ça va augmenter en fait au fur et à mesure la distance, etc. Et on va découvrir un nouveau plaisir à courir. Même elle qui est déjà plus forte que moi, elle redécouvre en fait des critères de progression en fait, l'endurance fondamentale. On en parle 2 secondes. C'est quoi cette dinguerie? Pourquoi on ne nous apprend pas ça depuis toujours? L'endurance fondamentale, c'est la vitesse à laquelle tu cours quand ton cœur ne dépasse pas un certain pourcentage par rapport à ton plus gros rythme cardiaque, mais grosso modo, c'est l'aisance respiratoire. C'est-à-dire tu cours, tu es capable de discuter sans être essoufflé, tu es capable de respirer juste avec le nez, la bouche fermée. Donc c'est assez lent en fait. Moi je me souviens que mon endurance fondamentale, elle était de 8 minutes par kilomètre. Ça veut dire que j'avais l'impression quand je courais que je pouvais aller plus vite en marchant. Et puis alors il y a quelque chose dont j'avais jamais entendu parler moi dans les vidéos ou quoi, c'est que moi j'avais l'impression que les gens me jugeaient. Quand j'allais m'entraîner, j'étais en tenue, donc mon short, mes chaussures, mon haut de sport, nanana. Mais comme je courais très lentement, j'avais vraiment l'impression qu'intérieurement ils se disaient n'importe quoi lui. Alors lui il croit qu'il fait du sport là. Mais en fait, c'est assez dur, mais il faut assumer ce truc de l'endurance fondamentale parce que c'est via ça qu'on progresse le plus. Alors, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer dans cette vidéo, hein. Je suis pas un expert de tout ça, mais c'est celle qui permet de faire du volume et surtout du volume sans se blesser. Parce que la course à pied, c'est quand même des chocs aux articulations en permanence. Qu'est-ce que je découvre aussi début janvier? Quelque chose que je ne connaissais pas. Strava, si vous ne connaissez pas, c'est un peu le réseau social de ceux qui font du sport. Tu mets tes séances directement sur Strava et ça te fait ton récap, quoi. C'est pour garder trace de ça, en fait, de ton entraînement. Donc, j'enregistre mes séances avec l'Apple Watch. Je me fixe les séances que fait ma compagne et ensuite, je mets ça sur Strava pour garder une trace de tout ça, donc du mois de janvier au mois d'avril. C'est juste pas du tout adapté à moi, parce que c'est pas du tout adapté à mon allure, mais c'est pas grave, ça me donne aussi le rythme de sortir 3 fois par semaine. Je pensais que ce serait un gros problème d'agenda de mettre ces 3 séances par semaine avec ma tournée et avec le reste de mon travail. Parce que c'est trop en fait. Et ça a été au contraire la meilleure chose que j'aurais pu faire. C'est-à-dire que moi quand je pars en tournée, je passe ma vie entre 4 murs en fait. En général dans un train, ensuite à l'hôtel, ensuite dans les loges qui sont souvent sous-sol, sans fenêtre, sans rien. Ensuite dans la salle, après la salle, dans le hall pour les dédicaces, puis à l'hôtel et le lendemain à 6h du matin dans le train et ça enchaîne comme ça. Et là, ça m'a obligé à revoir ma manière de travailler pour pouvoir avoir 1 heure, 1h30, 2 heures pour aller courir. Mais quel plaisir! Le long des canaux à Liège, autour du lac d'Annecy, quand j'ai couru dans le sud, quand j'ai couru dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, enfin partout. Souvent là où il y a de l'eau, ça j'aime bien. Parce que je trouve que c'est sympa, ça rafraîchit et ça permet de ne pas me perdre. Parce que si je me dis, quand j'ai couru, j'avais toujours le fleuve qui était à gauche, pour revenir, il faudra que j'ai le fleuve à droite, logiquement. Fin janvier, je reçois un message d'une personne que j'adore sur les réseaux sociaux, qui est une grande sportive, qui est Marine Leleu, je ne savais même pas qu'elle connaissait mon existence, et qui m'envoie « Je vois que tu passes en spectacle à Bordeaux bientôt, est-ce que ça te dit qu'on sorte courir ensemble ?» Moi, forcément, je suis refait. Je me dis « Mais grave, j'ai envie de faire ça !» Sauf que Marine Leleu, quand elle court quoi. C'est-à-dire, moi je suis dans ma fameuse endurance fondamentale à 7,50 du kilomètre, je sais pour ceux qui courent pas, ça vous parle pas. On compte pas en kilomètres/heure quand on court comme ça, on court en combien de minutes ça prend de faire 1 kilomètre. Donc je dis oui, mais c'est un oui avec plein de conditions. Je dis mais moi je serais trop content de le faire, mais
Je cours très mal, je cours très lentement. Je sais pas si je vais être capable de faire la séance qui est prévue ce jour-là parce que ce jour-là, moi, j'ai de prévu via le plan Campus Coach de ma compagne que je vole pour le moment. J'ai de prévu 100 minutes. 100 minutes, c'est la première fois de ma vie que je vais courir aussi longtemps et aussi longtemps sans m'arrêter. Parce que évidemment, quand j'avais fait ce semi-marathon bizarre en 2022, j'ai couru plus de 100 minutes. Puisque j'ai fait 3 heures et quelques. Mais je marchais des fois pendant quasiment 1 kilomètre entier. Pour moi, je me dis, il faut qu'elle s'emmène un tricot, quoi, un truc à faire en même temps que je cours, parce que elle va vraiment s'ennuyer. Elle arrive, trop content de la rencontrer, et on fait ces 100 minutes ensemble, qui sont vraiment très cool. On a trouvé des sujets de conversation tout le long, qui ont été principalement quand même Marine Leleu me coach sur la course à pied, me fait du feedback, me rassure, etc. L'anecdote marrante, c'est qu'après je retourne à la salle, je prends ma douche, tout ça, on fait les balances, les répétitions et tout. Moi, je regarde ma course sur le téléphone, je la mets sur le Strava. Et donc, je vois aussi Marine qui, en fait, s'est rajoutée 10 km après en mode fusée. Donc, j'ai vraiment envoyé un message de « En vrai, tu t'es ennuyé, t'as pas pu t'empêcher derrière, te dire « Allez, on va peut-être passer la seconde maintenant qu'il est parti, le blaireau. » Là, c'est un moment d'amitié hyper sympa de pouvoir courir 100 minutes comme ça avec quelqu'un et de discuter. Et ouais, c'est une super activité. À ce moment-là, on est au mois de février. Alors que j'ai commencé Campus Coach le 1er janvier, c'est vraiment la date du premier jour de l'entraînement, ça a été le 1er janvier, le fameux « je prends une bonne résolution et je la tiens ». Ben là, c'était vraiment le cas. Et j'avais déjà atteint les 100 minutes, donc 1h40, alors que j'avais jamais fait ça. Et je vous rappelle qu'il n'était pas complètement adapté à moi parce que ce n'est pas mon plan Campus Coach à moi. Tout ça, ça nous emmène directement au 7 avril, parce que là, il n'y a rien de spécial après entre les deux. La fameuse course test pour moi. Je vous le dis direct, j'ai arrêté au 26e kilomètre parce que j'avais très très mal aux genoux et surtout très mal aux hanches. Ce qu'il faut retenir, c'est que je faisais pas de renfort et que ça, c'est une nouvelle bêtise de ma part. Il y a eu la bêtise de courir sans entraînement. Et bien là, je me rends compte que les distances longues sans renfort, c'est une grosse bêtise, il ne faut pas le faire et ça peut être ce qui m'empêcherait de faire un marathon parce que là, en l'occurrence, à ce moment précis, je m'arrête au 26 parce que je sais que je ne pourrais pas faire la distance de 42 qui n'était pas prévue ce jour-là, mais je pourrais même pas faire 30 ou alors si je fais 30, je risque très sérieusement de me blesser. Mais c'est ok, je rentre chez moi très content de cette journée parce qu'encore une fois, je faisais pas le marathon de Paris, je faisais un test grandeur nature parce que j'ai découvert aussi que sur ces 26 km, mentalement, j'étais bien. Je m'ennuyais pas. Le souffle, ça allait. Le cœur, ça allait. Les muscles, ça allait. Une grosse découverte pour moi. Donc, une semaine après, le 14 avril, je vais sur Campus Coach. Je m'inscris pour avoir mon entraînement à moi 100% personnalisé. Là, il y a pas mal de choses qui changent pour moi. Déjà parce que Campus Coach, je voyais pas ce que c'était l'appli. C'est pas moi qui l'avais sur mon téléphone. Ça a généré tous mes entraînements jusqu'à l'objectif. Mon plan part bien du 15 avril 2024 jusqu'au 11 août 2024. Et truc très sympa, je pouvais mettre un objectif secondaire dessus. J'ai rajouté le 10 km de Paris au mois de mai. Alors là, l'idée, c'était de me dire, pour le 10 km de Paris, comme ça va rentrer dans mon plan d'entraînement. C'est très bien fait, t'as rien à t'occuper. Mais moi, je vais pouvoir voir quel est mon niveau par rapport aux 10 km de la Tour Eiffel que j'avais fait au mois de décembre. Donc, qu'est-ce que je donne 5-6 mois après? Et ça a très bien marché puisque au 10 km Adidas, j'ai fait 55 minutes et 55 secondes. Durant toute cette période, ce qui était très appréciable pour moi, c'était de continuer cet entraînement, encore une fois vraiment personnalisé, mais de jamais avoir rien à penser. Pour ça, c'est très cool Campus Coach, où tu te poses pas de questions, tu peux visualiser tes semaines aussi dans le temps, donc tu peux les planifier dans ton agenda et tu te demandes jamais vraiment ce que tu as à faire. Moi qui suis quand même un peu beaucoup sur la gestion du temps, ça c'était cool. Je suis quand même un ultra débutant et le fait que ce soit digitalisé et que ce soit très adapté aussi bien à ceux qui courent beaucoup et qui veulent encore progresser qu'à un débutant comme moi, c'était très smooth quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire de voilà, c'est bon, c'est l'appli, elle me dit qu'aujourd'hui c'est que 30 minutes, que je peux aller à 7,50 10 km et il n'y a pas marqué en dessous, dis donc, c'est pas terrible. Au contraire, ça me félicite à la fin, etc. Je peux mettre mon ressenti sur la séance, c'est un truc qu'il y a dans Campus Coach à la fin de vos séances. Vous pouvez mettre votre ressenti et en fonction de vos ressentis et des données que vous lui faites avaler, ça va recalculer un peu des choses pour les prochaines séances. C'est très intelligent, je ne sais pas bien comment ça marche parce que de toute manière, j'ai pas à le savoir. J'ai juste à suivre le process et à croire au process. Je vous emmène encore plus loin maintenant. Nous sommes au mois de juillet. Au mois de juillet, la tournée s'est terminée et on part avec ma compagne dans les Balkans. Juste la semaine de canicule dans les Balkans. Donc on arrive là-bas, il fait 36 degrés.
Sauf que moi, j'ai mon campus, je compte faire 100% à l'entraînement. Sur Campus Coach, tu peux suivre ta progression, c'est très motivant. Tu vois aussi les minutes que tu gagnes par rapport à ton objectif. Ça te distribue tes allures aussi, à quelle allure tu devrais courir un 10 km, à quelle allure tu devrais courir un semi-marathon, un marathon, etc. Mais moi, ce qui marche bien sur moi, c'est ces pourcentages de régularité. Et moi, quand il y a les pourcentages de régularité, c'est un peu comme quand ils mettent les 3 étoiles à Mario. Il me les faut toutes. Donc je compte vraiment faire à 100%. C'est pas que parce que je suis un complétiste, c'est aussi parce que je suis flippé, je me trouve nul à la course à pied, donc je me dis, je suis obligé de mettre toutes les chances de mon côté en faisant tout l'entraînement comme il faut. Courir sous une grosse chaleur, je l'avais fait parce que la tournée, elle était passée par Bruxelles, par Mulhouse, au Havre, mais alors aussi un petit peu par Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à Papeete, en Polynésie française. Donc dans les dom-toms, j'avais déjà couru comme ça sous la chaleur, mais c'était un petit peu différent parce que déjà c'était des séances moins longues, j'étais moins avancé dans mon programme Campus Coach, et en plus de ça, j'avais repéré en fait où étaient les plages, et donc je courais et je me rinçais comme ça la tête aux douches publiques qu'il y avait sur les plages, donc je tenais comme ça. Là à Dubrovnik par exemple, c'était pas la même, et aux Bouches de Kotor, on a fait un semi-marathon parce que c'était dans le plan d'entraînement, et ce semi-là, il était dur, il était vraiment dur, il était vraiment chaud. J'ai adoré pouvoir visiter en courant. Voilà, ça me fait ça par exemple à Moorea, donc l'île sœur en face de Tahiti. J'ai vu des choses que je n'aurais jamais vues si je courais pas. C'est sûr, quand tu visites quelque part, tu prends ta voiture, tu vas à un point, et à ce point-là, tu fais une découverte, ce que tu avais prévu pour la journée. Tu bouges jamais pour rien. Tu ne découvres pas les alentours autour de chez toi. À la limite, tu vas marcher un petit peu et vite fait, quoi. Là, en courant, et surtout par exemple pour Kotor, en courant 21 km, tu vas vraiment découvrir l'intérieur de la ville, des villages, des choses comme ça improbables. Ça, c'est très chouette. Ma compagne, elle dit ce truc, elle dit « Nos jambes sont un vrai moyen de locomotion ». Et je trouve que c'est vrai, et du coup, ça nous permet vraiment de découvrir. Bref, à Kotor, cette course-là était dure. Génial pour la découverte, mais très dure pour la chaleur, très dur pour l'hydratation. Je suis parti avec un petit peu d'eau parce que je savais que j'allais rencontrer des trucs où je pouvais remplir. En fait, même ça, je ne rencontrais pas assez. À la fin, j'avais besoin de boire presque toutes les 15 minutes. Ça s'est terminé que j'ai été voir des gens qui étaient sur leur terrasse et en parlant anglais, en disant « Pardon, mais je suis en train de courir et est-ce que je peux vous demander de l'eau et tout ?» Et c'est le père de famille, il a été trop sympa, le smile direct, il a dit « Est-ce que tu veux de l'eau froide, tu veux de l'eau à température ?» J'ai dit « Ah, température, c'est bien », il a rempli. Et je pense qu'il courait aussi parce qu'à la fin, il m'a dit « Vous êtes en train de perdre votre pacing, quoi. Tu perds ton allure, tu es en train de perdre ton allure. » On rentre en France, je termine toutes ces séances et ces semaines-là d'entraînement. Il y a une chose qui est sûre, à partir du mois d'août, c'est que je me considère comme quelqu'un qui court. Parce que j'ai commencé vraiment un an avant, puis après on a fait ces entraînements un peu à l'arrache, puis après on s'est concentré sur Campus Coach jusqu'au mois d'avril où j'ai fait mon plan d'entraînement, et depuis là je me sens bien. Tu cours pour la santé. Si tu as un programme, Campus Coach pour moi c'est mon atout pour faire un process pour le marathon, mais c'est un allié de santé aussi, c'est une application de santé dans ma tête. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis assez confiant dans ma capacité maintenant à courir 10 km, même à courir 21 km, mais je n'ai aucune confiance dans le fait de réaliser 42 km. Je crois que c'est la grande crainte de tous ceux qui vont faire leur premier marathon ou même leurs autres marathons. Je pense que passer une certaine distance, il y a un truc impossible. Si ça semblait possible, ce serait pas un exploit en fait finalement. On peut courir par hasard 21 km comme je l'ai fait, on ne peut pas courir 42 km par hasard. C'est impossible. Donc nous approchons maintenant dangereusement du jour de la course. Que dis-je ? De la nuit de la course, puisque cette course-là, Marathon pour tous, a lieu dans la nuit du 10 au 11 août. Le départ se fait pour Montsas à 22h15 et donc va finir tard dans la nuit. Le tracé, vous le voyez apparaître, on part de Paris, on va en courant jusqu'à Versailles, et on revient ensuite sur Paris. Les JO commencent à Paris, ça bat son plein, tout le monde est au taquet, vous avez vu l'engouement que ça a été au niveau du sport, génial. Moi je suis à fond aussi, et je vois les contenus qui passent sur ce marathon-là qui a été ouvert à plus de 20 000 personnes, etc. Je vois par exemple cette vidéo de l'équipe qui explique que c'est le tracé le plus dur qu'il y ait jamais eu. Bon, ça te met pas en confiance non plus, hein, quand c'est ton premier marathon et que tu vois passer ce genre de contenu. Tu doutes. J'avais une moitié de moi
qui doutait complètement de ma capacité à le faire, et l'autre moitié qui est, elle, celle qui est rationnelle, qui était sur le process. Mon objectif, ça va être simplement de finir le marathon. Si je mets 6 heures, je mets 6 heures. Dans mon idéal, je voulais faire entre 5h30 et 6 heures. Mais si je mets plus de 6 heures, c'est OK. Si je le termine déjà, c'est bien, quoi. Mon sas de départ, c'est pas dur, c'est le dernier des sas. Donc les sas, c'est parce qu'ils font pas partir tout le monde d'un coup. Ils vont faire partir les gens comme ça par bloc. Et dans ces blocs-là, on les détermine en fonction du temps que tu penses faire. Donc il y a ceux qui pensent qu'ils vont le réaliser en 4h15. Ils sont dans le sas 4h15. Derrière eux, il y a ceux qui pensent qu'ils vont le faire en 4h30. Voilà, moi j'étais dans le sas de... Comment il s'appelle ce sas? 5h et plus, je crois. C'est le sas de « on a conscience que vous occupez pas de nous, on se débrouille ». Et le deuxième truc que je mets en place, c'est que je me dis « je vais faire, quoi qu'il arrive, moins bien que ce que me propose de faire Campus ». Parce que Campus Coach me dit que je peux courir à peu près 6,40 par kilomètre. Ce serait mon allure marathon. Sauf que ce marathon, il est très spécifique. Il est de nuit, donc toute la journée, il faut garder ses réserves d'énergie. La nuit, ton rythme circadien n'est pas le même. Il fait extrêmement chaud, donc il va falloir beaucoup boire, etc. Et ce tracé est particulièrement compliqué avec la grande côte qui a de 15 à 20 km et l'énorme côte qu'on retrouve vers le 28e kilomètre. C'est d'ailleurs une côte de 4e catégorie quand le Tour de France passe par là certaines années. Donc puisque Campus me propose 6,40, je me dis je vais adapter cette allure et moi je vais courir à 7 minutes par kilomètre. Ça va être ça mon plan. Et je dis même à ma compagne, comme ça, si je fais le premier semi à 7 minutes par kilomètre et le deuxième à 8 par kilomètre parce que je vais moins bien, parce que c'est le deuxième, parce que c'est plus dur ou quoi, eh ben je fais une moyenne à 7,30 et c'est pas si mal ma foi. La veille du départ, je suis en train de me préparer à la maison, le téléphone sonne, qui c'est? Marine Leleu. J'ai l'impression que cette personne essaye de me joindre. Oh là, le marathonien. T'as visualisé le truc, t'as déjà fait différentes courses, c'est pas ta première course. Alors ok, c'est une distance plus longue, ok, il y a un peu de dénivelé, mais enfin, tu peux trouver un peu positif. Enfin, toi, tu sais très bien faire ça. Hein. C'est le soir, il va faire moins chaud, il y aura plein de gens, ça va être trop cool. Jour J, le soir, départ. Toute la journée, pas trop chercher à faire attention. Des fois, j'ai dormi, j'ai joué, j'ai dû travailler un petit peu. J'ai mangé des pâtes avec beaucoup trop de crème fraîche, et beaucoup trop de fromage et beaucoup trop de mayonnaise, mais j'avais envie de me faire plaisir. En fait, je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas me faire de sacrifices. Et maintenant, on passe au marathon en lui-même. Donc, bienvenue si vous avez sauté tout le début de cette vidéo pour arriver juste à ce débrief. Me voici sur la ligne de départ, enfin juste avant la ligne de départ, au fond de mon sas. Les sas avancent lentement jusqu'à la ligne de départ. Et là se passe quelque chose d'incroyable, j'entends cette musique. C'est pas que je sois fan de Jul ou de En bande organisée, mais j'avoue que là, ça marche bien sur moi, ça me met un peu la patate. Et let's go! C'est le moment de voir si mes 3 semaines d'entraînement à allure seuil 30, mes 6 semaines d'entraînement à allure seuil 60, mes 4 semaines d'entraînement à allure marathon, mes 4 semaines d'affûtage, donc mes 447 km d'entraînement pendant 50 heures du 15 avril à maintenant, si vraiment c'était un process suffisant pour finir un marathon. Et je vous assure qu'au moment où je prends le départ, j'en sais rien et je m'en fous, je me pose plus de questions. À partir de ce moment-là, je mets en place 2 choses que je vais tenir toute la durée du marathon. La première chose, c'est que sur ma montre, je me suis fait des blocs de travail. L'idée, c'est que si je regarde ma montre, je ne peux pas vraiment savoir à quelle allure je suis à l'instant T. Il ne faut pas que je puisse voir ça pour pas être surmotivé ou au contraire démotivé. Donc avant de partir, je me suis fait un bloc de 11 km, un deuxième bloc de 11 km, un troisième bloc de 11 km et un quatrième bloc de 9 km, ou en tout cas un bloc libre. En faisant ça, je fais le seul truc que je sais faire, c'est essayer d'utiliser mon cerveau pour mentir à mon cerveau. Et la deuxième chose que je mets en place, c'est les ravitaillements. Donc je sais déjà que c'est important de se ravitailler. Je vais prendre des ravitaillements à chaque fois qu'il y en a des ravitaillements solides à manger, donc au kilomètre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Mais la particularité de ce marathon-là, c'est qu'en plus, ils ont rajouté plein de ravitaillements que d'eau, parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc au 7,5, au 12,5, au 17,5, etc., etc., il y a des ravitaillements que eau. Et ma stratégie, c'est donc de me dire, je vais prendre 100% des ravitaillements solides et 100% des ravitaillements en eau. Et mes ravitaillements en eau, c'est de la manière suivante, je prends 2 gobelets, un
où j'essaie de boire quelques gorgées et un autre que je me viderai sur la tête à chaque fois. Et ces ravitaillements, quand je les prends pas en courant. Je me suis mis OK avec moi-même, je vais m'arrêter, donc en douceur, au niveau du ravito. Je vais prendre ce que j'ai à prendre, je vais le consommer et à la fin du ravito, je jette tout et je reprends ma course. Ça me fait marcher entre 20 et 40 secondes, j'imagine, entre chaque ravito et je suis complètement OK avec ça. Donc c'est comme ça que je m'élance et je suis en train de franchir le premier kilomètre ou le deuxième kilomètre en me disant ça dans la ferveur de Paris qui était assez incroyable. Vraiment, les JO, il y a eu un truc là de rassemblement avec les JO qui fait qu'on était encouragés, mais comme si on était les plus grands champions de la planète. C'était fou, c'était très porteur. D'ailleurs, j'ai mes écouteurs au départ et assez rapidement, je coupe la musique parce que c'est pas possible la musique et la ferveur autour, et autant écouter les gens. Et je vais jamais remettre mes écouteurs, c'est-à-dire que je vais les enlever, je vais les mettre juste ici. Donc ça, c'est fou pour moi. J'ai passé mes 42 km,195 sans écouter de musique, mais ça tient aussi au fait qu'il y avait les gens autour, ça tient aussi au fait que j'ai entendu les gens parler et que j'ai eu des interactions aussi du coup, chose que tu n'as pas quand tu écoutes ta musique. Le temps de se dire tout ça, etc., ben on est au premier ravitaillement, c'est-à-dire au 5e. Il n'y avait pas au 2,5, 5e, premier ravitaillement. Je prends mon petit gel, ok, tranquille, je regarde à combien j'en suis à mon bloc, en temps de bloc, et donc je suis à 7 minutes de moyenne. Donc c'est parfait, c'est ce que j'ai envie de faire. Et vraiment, je crois que c'est très important de comprendre ça. Le fait de ne pas voir à combien on est au kilomètre, ça m'a transformé la course. J'imagine qu'au moment où je suis en train de marcher, de prendre le ravito, je suis peut-être à 7,30 du kilomètre, je suis peut-être à 8 du kilomètre. Mais moi, au bloc, je suis qu'à 7,02. Et en reprenant ma course, je me dis, ok, j'ai 2,5 km, le prochain ravitaillement en eau, pour récupérer ces 2 secondes. Et ça, c'est rien. En tout cas, c'est envisageable pour mon cerveau. Donc, je suis focus et toute ma course, je vais la vivre en mode dans 2,5 km, il y a un ravitaillement. Et donc, j'ai pas couru kilomètre par kilomètre. J'ai jamais envisagé le marathon en entier. J'ai jamais pensé aux 42 km. J'étais toujours en train de penser à la distance qui me séparait du prochain ravitaillement. Et donc, tout ça me donne une impression de passer toujours très vite parce que finalement, c'est presque... En gros, toutes les 15-20 minutes, j'ai un ravito, quoi. Je suis au 7,5 et je vis plutôt bien les choses. Je les vis bien, je suis encouragé par les gens sur le côté. Alors, on se fait tous encourager par les gens sur le côté qui crient ton prénom. Ça, c'est trop drôle parce que tu as le prénom sur le dossard. Sauf que moi, j'ai vécu des dingueries. Ça, c'était très marrant. C'est aussi pour ça que j'ai pas remis mes écouteurs. Des personnes qui disaient « Allez Francis, allez Michel, allez Fabien. » Fabien ? Mais c'est Fabien Olicard. J'entendais à rebours comme ça les gens qui avaient capté que c'était moi parce qu'ils me connaissaient et ça me motivait de fou, quoi. C'était bien. Kilomètre 10, nouveau ravitaillement avec du solide cette fois et je me dis plus qu'1 kilomètre avant la fin de mon premier bloc. C'est-à-dire que moi, dans 1 kilomètre, je vais prendre mon deuxième bloc puisque j'avais fait bloc, je vous rappelle, 11, 11, 11, 9. Ça me donne une motivation terrible parce que je suis déjà dans mon deuxième bloc sur 4 et vous allez voir tout le processus mental. Je suis en train de faire mon ravitaillement du 10e kilomètre. Donc, cool. Je me dis, dans 1 kilomètre, j'entame mon deuxième bloc, ce qui est le cas. Donc, 1 kilomètre après, donc 7 minutes plus tard, j'ai cette motivation de super, je suis dans mon deuxième bloc. Et en plus, je ne suis qu'à 1,5 km de mon prochain ravitaillement. Donc, en fait, tout ça, ça me paraît passer vite. J'ai juste une angoisse. Et cette angoisse, elle augmente à partir de 12,5. C'est de me dire comment vont réagir mes genoux et mes hanches. Je vous rappelle que c'était mon gros point faible, mes articulations, quand j'ai fait les 26 km au mois d'avril. Et là, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je sais juste qu'au niveau de la température, faut pas que je m'inquiète. Parce qu'avant de partir, j'avais vu qu'il faisait donc très chaud au départ. Et avant même le coup d'envoi, j'avais le dos trempé de sueur tellement il faisait lourd, cette chaleur lourde. Mais j'avais vu à la météo que au fur et à mesure de la nuit, la température allait tomber. Donc la température allait tomber quand ma température corporelle à moi allait monter. Donc ça m'inquiète pas. Surtout que à partir du 15e kilomètre, on sait que ça va monter très longtemps, pendant 5 km. C'est l'une des 2 grosses difficultés de ce marathon. Du 15 au 20, ça monte. Et j'arrive au 15e, ravito, et là ça part sur cette montée. Donc je m'étais dit, moi depuis le départ, c'est pareil, je veux terminer le marathon. Donc si mes hanches et mes genoux sont trop compliqués pour avoir des 5 km de montée, je marcherai en fait et c'est pas grave. Et là, je suis devant cette montée-là, je me dis bon, je vais quand même y aller en trottinant gentiment. Donc je trottine gentiment.
Je regarde ma montre de bloc, je sais pas à quel point je suis lent. Je sais juste que je suis en train de monter à 7,01, 7,02, 7,03, 7,04 en allure de bloc. Ça, c'est hyper motivant parce que je suis pas du tout en train de courir à 7 minutes du kilomètre. Je l'ai d'ailleurs sur Strava, je peux regarder ça. La réalité, c'est qu'au kilomètre 16, je suis à 7 minutes et 17 secondes par kilomètre. C'est ma moyenne, donc j'ai augmenté. Sauf que moi, à ma montre, ça se répercute très faiblement. Je suis à 7,02 ou 7,03 de mon deuxième bloc. Et encore une fois, ça me donne du coup le goût de continuer. Je vois plein de gens qui marchent partout autour de moi et moi j'avance. Et je me dis ça va aller, continue, et puis si ça va pas, tu t'arrêtes. Et le fait est qu'arrivé au 20e, je prends le ravito du 20e, je prends le 17,5, je prends le ravito du 20, et en fait ces 5 km de côte sont passés et ça va. Et finalement, j'ai pas marché, à part au ravitaillement, comme d'habitude, juste le temps de prendre ma boisson ou mon gel énergétique. Kilomètre 22, kilomètre 23, bonne surprise, ça descend un peu. Alors pourquoi bonne surprise? Moi, pour réaliser des challenges, j'ai besoin d'en savoir le moins possible sur le défi qui m'attend. Donc il y en a, ils connaissent leur parcours au millimètre, il y en a d'autres qui sont allés le repérer, ils ont déjà couru dessus, etc. Moi, moins j'en sais, mieux je me porte. J'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie d'appréhender les choses. J'avais entendu vaguement qu'il y avait une grande côte longue avant le 20e, et je sais, parce que tout le monde a parlé de ça tout le temps, que nous attend une énorme côte au 28e qui ressemble à ça. C'est pas de la retouche photo. C'est vraiment, tu arrives là-haut, et une fois que tu arrives en haut de ce que vous voyez là, ça continue de monter, ça ne s'arrête pas là. Et les descentes comme ça marche bien sur moi. Quand j'ai couru sur ce semi-marathon que je me suis fait tout seul là, avec beaucoup de montées et descentes, j'ai vraiment compris et appris comment je pouvais récupérer en descente. Et la descente, ça peut être dangereux pour les chocs, pour les genoux, etc. Donc il ne faut pas descendre trop vite. Mais j'en vois qui commencent à marcher dans ces descentes qui sont un peu raides. Moi je me dis non, c'est le moment... non pas de récupérer des temps, mais de ne pas perdre de temps tout en faisant baisser le cœur. Et donc, je vais me faire des récup comme ça dans les descentes qui vont super bien marcher. Donc, kilomètre 22-23, ça descend et je récupère et je suis bien. Au 22,5, je croise mon petit ravito, je le prends. J'ai pas tellement besoin à ce moment-là, mais je le prends. Je veux pas déroger à ma règle et me voilà parti pour le 25. Si vous avez bien suivi, il y a un truc que j'ai pas abordé. J'ai pas abordé le semi-marathon. Parce qu'il y a une arche du semi-marathon, c'est quelque chose d'important. Moi, je pense que le semi-marathon peut me déprimer. C'est-à-dire que passer le semi-marathon, au lieu de me dire j'ai fait la moitié, je pense que je vais me dire en fait, il faut que je refasse encore ça une deuxième fois. Et que ça peut me fumer. Et du coup, je l'ai complètement abordé différemment. Toujours avec mon principe de bloc. Puisque mon deuxième bloc va s'arrêter au 22e kilomètre. Donc moi, quand on passe le 21, ça m'intéresse pas tellement. En fait, je suis focalisé sur deux choses. Mon troisième bloc va commencer au 22e kilomètre et mon prochain ravito est à 22,5. Donc le 21, je m'en fiche complètement, moi. Bon, je vois le château de Versailles, très heureux, c'est vraiment magnifique d'arriver à Versailles, ça j'en reviens pas quand même, au fond de moi, je me dis, ouais, avec mes petites jambes, je suis parti de Paris, j'arrive au château de Versailles, je continue le tracé en mode, allez, c'est bon, au 22e, j'entre dans mon troisième bloc, et puis après, à 22,5, j'ai mon ravito. Et j'ai juste essayé de vous expliquer l'importance de ce troisième bloc, parce que ce troisième bloc de 11 km, que j'entame à partir du 22e, me met dans un état d'esprit où moi, je suis dans mon bloc 3 sur 4. Pour mon cerveau, je suis un peu aux 3/4 de ma course. Je ne suis pas à 50%, je ne suis pas à moitié, je suis dans le 3 sur 4. Ça veut dire quelque chose de plus avancé encore que ce que ressentent les gens au semi. Et en plus, c'est mon troisième bloc de 11, et je sais que mon dernier bloc, il fait moins de 11. Donc ça me met un boost mental de rentrer dans ce troisième bloc au 22. En plus, je suis en descente, je suis en train de récupérer de mon cœur, je suis heureux comme tout ça, et j'arrive dans 500 mètres à un ravito. C'est à ce moment-là, à ce ravito-là, j'ai une crise de fou rire extérieure. J'ai vraiment rigolé tout seul, et je crois que j'ai dit à voix haute un truc du style, donc en fait, ce ne sont que des ravitos. Durant 42 km, je vais m'arrêter toutes les 10 secondes. C'est l'impression que j'en ai à ce moment-là. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance en fait de vivre ça comme ça. Je vais commencer aussi à parler un peu plus avec des gens autour de moi parce que comme j'ai pas mes écouteurs, ça permet ça. Il y a un couple à un moment donné qui est devant moi que je suis en train de rattraper. Et le garçon dit à sa compagne, il dit au fait, tu sais pas qui j'ai croisé dans le sas de départ avant qu'on parte? Et puis donc sa compagne a dit bah non, c'est qui? Et moi pareil, derrière je me dis bah non, qui il a croisé? Il fait bah Fabien Licard. Du coup j'ai avancé à leur niveau, je fais mais non, je vous crois pas. Et donc ils étaient trop choqués en mode mais non, qu'est-ce qu'il fait là et tout.
On a couru, je pense, 500 mètres ensemble, 500-600 mètres. C'est pas mal, quoi. C'est 3-4 minutes, on a discuté et tout. Et puis après, j'ai repris mon allure qui était un petit peu plus avancée qu'eux. Donc, ces 500-600 mètres qui disparaissent. C'est un truc que je retiendrai de ce marathon. C'est ne mettez pas trop la musique. Parce qu'en fait, ça fait tellement passer vite le temps d'avoir quelques échanges comme ça à droite à gauche, c'est trop cool. Alors qu'en entraînement, je peux pas m'entraîner sans musique. À partir du 25, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que je constate que je croise quand même beaucoup de pompiers, beaucoup de trucs de sécurité. Je vois pas mal de gens qui vomissent sur le trajet, des gens qui s'enfuient un peu dans les forêts qu'on traverse pour aller faire autre chose. C'est-à-dire que la digestion les lâche complètement. Et je me dis, ah ouais, là, ça commence à être hardcore, quoi. Faut que je fasse gaffe, faut pas que je me sente pousser des ailes, parce que là, il y en a qui sont en train de le payer cher. Pour info, j'ai regardé les stats depuis, il y a 13% des participants qui ont abandonné ce marathon-là. Pour vous donner un ordre d'idée, habituellement sur un marathon, il y a 2 à 3% d'abandon. Un abandon, ça ne se vit jamais bien. C'est pas des gens qui disent « Oh bah tant pis, j'arrête hein. ». C'est toujours très douloureux mentalement et c'est que tu n'as vraiment pas le choix d'arrêter quand tu abandonnes. Et je passe le 25e kilomètre en regardant mon temps de bloc. Je suis toujours à 7 minutes, donc ça se passe bien. Et j'arrive, kilomètre 27,5 petit ravito, au 28-29e, devant cette côte de la mort en fait. Je vois cette fameuse montée, je vois ces super panneaux lumineux où tout le monde est à l'intérieur et tout. Et je me dis, je vais commencer en courant, mais je vais courir le plus lentement possible. Mais juste pour me dire que je ne suis pas en état de marcher, mais en état de course, et je ne vais pas prendre les ados. En fait, je me rends compte que toutes les sollicitations comme ça, lumineuses, vives, les sons un peu forts, etc., ça m'encombre le système cognitif, ça m'encombre les sens, donc je suis un des seuls à avoir refusé les décors et les animations, et je l'ai pris sur le côté gauche, et je me faisais une mini foulée. Donc j'avance doucement, mais j'avance quand même sur mon bas-côté en me disant « Ok, Fabien, ça, souviens-toi, c'est le truc le plus dur de la course. » J'ai pas trop le souvenir, mais je crois ne pas avoir marché du tout, puisque de toute manière, après, arrivé au 30e, il y avait ravito. Donc là, je marche le temps de prendre mes boissons, hein, je déroge pas à ça. Et puis après, je continue, je sais qu'il y aura un ravito au 32,5, et je pourrais aussi marcher un tout petit peu. Et je suis un peu content parce que je jette un coup d'œil au niveau là, des cercles lumineux et je vois en fait toute cette procession de personnes en train de marcher. Je pense que je me serais dit, bah oui, non mais ils ont raison, hein, faut pas que je fasse le fou, on marche quoi. Et là, en étant tout seul, ça m'a donné un truc de, je marche presque, mais je cours quand même. J'arrive au 31, je sais juste qu'après les montées, il y a des descentes. À un moment donné, il y a une logique. Et là, il y a 3 km de descente, dont le premier kilomètre qui est raide de chez raide. Hein. Il est tellement raide que la plupart des gens continuent de marcher parce que c'est dangereux. C'en est dangereux, il faut faire très attention. Mais moi, je sais courir en descente. J'ai appris à le faire dans mon entraînement. J'ai 3 km, moi je vis ça comme un cadeau. Puisqu'encore une fois, qu'est-ce que je regarde moi? Mon allure au bloc. Et donc dans la descente, je vois bien que je reviens à mon 7 minutes du kilomètre. Donc je suis très heureux, sans avoir conscience des énormes variations. Et je prends ça comme un cadeau jusqu'au 34e, je crois, kilomètre, quoi. Et arrivé au 35, ravito. J'arrive à ce ravito, et là, je rigole un peu moins. Pour tout vous remettre en perspective, c'est dans la descente du 33e kilomètre, donc dans cette descente où je me sens bien, que j'entame mon 4e bloc, puisque 3 blocs de 11. C'est au 33e kilomètre que je vois 4e bloc, et c'est parti, en fait, c'est la fin. 4e bloc, c'est course libre, c'est 9,195 km, et après c'est fini, quoi. Donc je suis dans cet état d'esprit très cool, arrivé au 35, j'ai plus qu'entamé mon 4e bloc, ça fait un quart d'heure que je l'ai entamé. Par contre, j'ai un souci, j'ai un vrai souci au 35e, ma digestion est plus possible. Je peux pas prendre mon gel de sucre, je peux pas manger un truc solide, j'arrive même plus à boire, j'ai très soif, ça c'est terrible comme sensation, j'ai extrêmement soif, j'apporte le gobelet à mes lèvres, je sens que j'en veux pas, je suis limite à vomir, je me mets un peu d'eau dans la bouche pour la rincer, je me dis, allez, j'avale la petite gorgée, ça refuse, je recrache mon eau. J'ai qu'une seule envie, c'est de foncer aux toilettes. Plutôt les miennes, chez moi, suivies d'une douche, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai des crampes dans les intestins, j'ai vraiment peur hein, à ce moment-là de ne pas pouvoir finir la course à cause d'une colique en fait. Et j'avais pas bien compris à ce moment-là, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'eau qui était pas très bonne ou je sais pas quoi. C'est quelques jours après la course en discutant avec Marine Leleu où elle me dit mais Fabien en fait,
la digestion, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Quand vous digérez, tout le système digestif, ça demande des ressources incroyables en énergie pour le corps. C'est d'ailleurs pour ça que les personnes qui veulent baisser leur poids mangent quand même régulièrement dans la journée parce que ça consomme beaucoup de calories de digérer. Et du coup, à ce moment-là de la course, au 35e kilomètre, mon corps a tellement besoin de mettre toute l'énergie dans les jambes qu'en fait, il ne peut plus consacrer d'énergie à la digestion. Ce qui est dommage parce que le fait de ne pas pouvoir me ravitailler en glucides, ça va être un problème parce que mon sang, il est vide de toute ressource. Donc là, on va rentrer quand même dans la partie quand même un petit peu plus dure de ce marathon-là. Il faut bien qu'il y en ait une. Ça m'inquiète pas de ne pas pouvoir me ravitailler. Je me dis que je peux tenir quand même à la force du mental. Ça m'inquiète vraiment de devoir aller aux toilettes et que ça puisse me casser la course. T'as pas envie de ça, quoi. Hein. Et puis il y a des toilettes temporaires qui sont mises. Personne n'a envie d'aller faire dans ces toilettes-là ce que j'ai à y faire. Voilà, personne n'a envie. Donc je serre les dents et je continue. Je continue quand même mon process ravito, c'est-à-dire marcher le long du ravito, me rincer la bouche sans boire et me renverser des verres d'eau sur la tête. Parce que quand même il fait tellement chaud et je dégage aussi tellement de chaleur personnellement que dites-vous qu'entre chaque ravito, tous les verres d'eau que je me suis renversé dessus, j'arrive, je suis sec au prochain. Donc je me dis au moins c'est bien que je fasse ça et puis en courant le petit peu d'air qui circule comme ça, comme je me suis mouillé, ça me rafraîchit un petit peu, ça me fait pas de mal. Et là au 40e, je suis pas du tout en train de me dire je suis en train de finir le marathon. Je suis en train de ressentir le fait de pas m'être ravitaillé au 35e. C'est-à-dire que le manque de sucre dans le sang, je le sens au 40e. J'essaie de trouver des points positifs à tout ça. Des points positifs, c'est même pas la fin est proche, parce que je crois que j'étais tellement pas dans le marathon que l'approche du 42, ça m'a pas fait des étoiles dans les yeux. J'étais plus en mode, ok, mentalement tu vas bien, ton cœur va bien, la respiration va bien et t'as pas de problème aux hanches et aux genoux. J'ai mal aux genoux et j'ai mal aux hanches, mais rien qui se verrouille, qui se bloque complètement. Rien qui me fait dire que je peux me blesser en continuant, c'est des douleurs entre guillemets normales. Tu continues, tu tiens, tu vas au bout de ton bloc. Et c'est vraiment ce que je disais, c'est assez marrant. Tu vas au bout de ton bloc, même pas au bout de ton marathon. Sur ces 2 km et quelques qui vont rester, je vais penser à des moments forts pour moi du marathon, pour m'occuper l'esprit et puis voir ce temps-là passer. On est re-rentré dans Paris, donc il y a de la ferveur, je vais en profiter de cette ferveur-là. Un peu moins par moment quand même, mais c'est parce que comme il doit être 3 heures du matin, commence à avoir des personnes un peu alcoolisées qui viennent t'encourager, mais pas forcément comme il faut. On s'en serait passé, mais bon, c'est le jeu. Je pense à Tom, par exemple, au 31e kilomètre, je crois, qui a couru avec moi. Il travaille dans un escape game. Il avait fini, il rentrait chez lui. Il m'a regardé sur l'appli, il a vu que j'allais passer, il a attendu. On a couru 500-600 mètres ensemble. Ça, c'est une trop belle histoire, quoi, parce qu'on a discuté tout le long, c'était hyper encourageant et tout. Et surtout, ce qui me tient sur le dernier kilomètre, 195, quand tu vois kilomètre 41, c'est plus le bloc, c'est plus tout ça, c'est l'entraînement. Il y a un truc qui est sûr, je vous l'ai dit, je crois, au début de cette vidéo, cette course, elle n'est pas très importante finalement, alors que quand on me la propose 1 an et demi avant, c'est le truc le plus important. J'ai vraiment conscience à ce moment-là que le plus important, c'était l'entraînement. Au début, le campus de ma compagne et après, vraiment mon plan d'entraînement du campus coach. Pour moi, c'est ça le plus important. Et la course derrière, c'est un peu la récompense, la cerise sur le gâteau, tout ce que vous voulez. Je vais être très heureux de passer, mais c'est à ce moment-là que j'ai mon émotion. J'ai une émotion, j'ai un peu les larmes aux yeux, etc. C'est au 41e kilomètre. Parce que je me dis, putain, j'ai vraiment tenu, quoi. J'ai tenu mes 3 rendez-vous par semaine, j'ai failli à rien. Sur Campus Coach, je suis à 100%, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Là, je vais finir le marathon, mais c'est juste parce que j'ai cru dans le process et j'ai suivi le process. Et je suis même pas émotionné du temps que je vais faire, parce que je crois que j'ai pas tout à fait conscience à ce moment-là que je vais le faire en moins de 5 heures, qui était même pas dans mes fantasmes. Le vrai marathon, c'était la préparation. Et que du coup, le fait de m'être entraîné avec un vrai plan d'entraînement, c'était un vrai cadeau que je faisais à ma santé physique, à ma santé mentale, à mes capacités, à ma confiance en moi du coup. Et on dit que parfois franchir les lignes de ce genre d'épreuve, ça booste énormément la confiance en soi. Mais moi, ça ne me l'aura pas fait là. Ce qui a boosté ma confiance en moi, ça a été d'être capable de me préparer et de progresser au point de savoir courir 42 km d'affilée. Vous allez me dire que c'est pareil que de franchir la ligne d'arrivée. Je trouve que c'est pas pareil. Je franchis la ligne, il y a tellement d'embouteillages qu'en franchissant la ligne, je veux m'extirper de ça. Je veux me mettre tout seul dans mon coin. Donc je continue de courir jusqu'aux médailles. Je chope ma médaille
j'arrête mes blocs, je commence à regarder mes temps. Je regarde sur le site officiel de la course mon temps officiel. Il est de 4 heures 56 minutes 34 secondes. Donc je prends conscience de ça à ce moment-là. Toujours sur l'appli officielle où je vois que j'ai fait un negative split. On dit ça comme ça, je crois. C'est-à-dire que mon deuxième semi est plus rapide que le premier. Ma deuxième partie de course est plus rapide que le premier. Alors de quoi? De rien, de 2 minutes. Ceux qui suivent, vous vous dites, comment va ton ventre? Bon. Ben, je vais rentrer chez moi le plus rapidement possible. Dès que ça va être possible, je vais faire ce que j'ai à y faire. J'ai même un peu de mal à croire que j'ai fait un marathon. Je me sens pas marathonien dans l'âme parce que j'ai presque l'impression que ça aurait dû être plus dur que ça. C'était pas facile, mais j'ai l'impression que ça aurait dû être plus dur, que j'aurais dû frôler l'abandon et que comme je l'ai pas frôlé, ben, je suis pas vraiment marathonien, je sais pas quoi. Tu sais, ça c'est les membres du cerveau et c'est un petit peu bizarre. Mais ouais, ce 4h56, je me dis ok, donc 4,56 au lieu de 4,40, j'en suis très très content quoi. Puisque pour Campus Coach, je devais faire mon marathon au 4,39. Et je trouve que c'est bien aussi de se dire attention, tu as un plan d'entraînement, il est très détaillé, mais le jour de la course, tu décides bien de comment tu veux faire les choses. Et moi, j'ai bien aimé me dire, pour m'assurer un peu le coup, je vais viser un peu moins que ce que me propose le plan. Je vais garder en fait une marge de manœuvre. Le matériel dont je me suis servi sur ce marathon, ça a été donc majoritairement ma montre. Alors moi je suis chez Apple, donc j'ai une montre Apple, mais il y a plein de montres qui font ça. Strava pour mettre tous mes données, je vous mettrai mon lien si vous voulez me suivre sur Strava, si vous voulez qu'on fasse du sport tranquille ensemble. Et Campus Coach pour les plans d'entraînement. Campus Coach d'ailleurs sponsorise cette vidéo et je voudrais vraiment les remercier pour ça parce que quoi qu'il arrive, jusqu'à maintenant, j'ai pas commencé à sponsoriser la vidéo avec Campus Coach. Je vous ai juste raconté la vraie histoire de mon plan d'entraînement et la vraie histoire de mon marathon. Et quand j'aurais dit que je préparais une vidéo, etc., ils ont proposé de sponsoriser la vidéo et jusqu'au bout, merci beaucoup Campus et toutes les équipes de Campus. Campus Coach, du coup, ça fonctionne sous la base d'un site internet, vous avez sûrement compris, et d'une application. Et ça génère des entraînements 100% personnalisés, 100% adaptatifs pour les courses à pied, pour du trail. Si on a un objectif ou pas, on n'est pas obligé d'avoir envie de prendre un dossard à la fin, ça peut être juste pour le plaisir ou pour la santé. Et ça marche aussi bien pour les ultra débutants, ça c'était moi, que pour les personnes plus confirmées puisque ça s'adapte. Moi ce que je préfère perso chez Campus Coach, ce sont les statistiques, parce que ça marche très très bien sur moi. Tout le suivi que je peux faire de ma progression au fur et à mesure, ça j'adore ça. Le fait qu'on puisse chatter en direct avec l'équipe, ça c'est très bien si tu as une question, besoin d'un conseil, etc. Et en parlant de conseils, les conseils que j'ai à chaque séance, j'ai vraiment l'impression d'avoir un coach face à moi. Ma compagne, elle, ce qu'elle préfère chez Campus Coach, c'est tout le côté communauté. Le forum sur lequel je suis un petit peu allé et elle beaucoup plus. On peut poser les questions qu'on veut, on se retrouve entre campusiens. Par exemple, je suis beaucoup allé sur le forum qui parlait du marathon que j'allais faire, du marathon pour tous. Ça, c'est vraiment très très cool, c'est très actif et c'est très bienveillant. D'ailleurs, le forum, j'y étais aussi allé quand j'avais eu mes blocages aux hanches et aux genoux pour voir des personnes qui parlaient des mêmes choses, de ce qu'elles mettaient en place, etc. Savoir que c'était normal, que c'était pas normal. Et dans tout ce côté communautaire, d'ailleurs, il y a des courses campus qui sont organisées. Bref, c'est vraiment une vraie communauté. Quand je dis course campus, c'est entraînement campus, évidemment. Je vous mets dans la description les liens vers Campus Coach. Je vais vous mettre aussi les liens vers tout le contenu de Running Addict, le contenu aussi de Marine Leleu qui m'a beaucoup aidé. Je vous mets mon lien vers mon Strava aussi si vous voulez, comme ça vous aurez tout. Alors j'ai quand même une petite dédicace de fin, enfin plusieurs à faire. Dédicace de fin du coup à Marine Leleu, à ma compagne qui ont été mes marraines, à Nico Running Addict qui sans le savoir m'a conseillé plein de fois avant même que j'utilise Campus Coach, et une énorme dédicace à Olivier. C'est un des abonnés de cette chaîne depuis très longtemps. Et il a toujours été là sur les dédicaces, sur les spectacles, sur les événements, toujours discret, mais toujours là et tout. Que j'ai croisé entre le 10e et le 15e kilomètre quand on commençait à sortir de Paris et qu'il y avait plus grand monde. Et c'était incroyable de le voir là parce que il avait quand même une chance sur je sais pas combien de me voir. Même en me suivant, c'était pas sûr que je sois du côté où lui s'est mis de la route, c'était pas sûr qu'il me voit, c'était pas sûr que je le vois, il y a plein de trucs qui étaient pas sûrs. Donc ça a été un gros coup de boost ça aussi, et j'avais envie puisqu'on n'a pas eu le temps de se parler, c'était dans la foulée de lui dire un grand merci pour ça, et merci à toutes les personnes que je connais ou qui me connaissent, qui m'ont encouragé sur le parcours. C'était complet là, c'était très complet. Là, on a bien mangé.
En tout cas, si vous aviez regardé la vidéo de 2022 sur le semi-marathon, ça doit être rigolo pour vous de voir aujourd'hui ce que ça a donné avec le marathon préparé comme ça. Et si vous courez, on se rejoint sur Strava. Si vous ne courez pas, peut-être ça vous aura donné une petite motivation à essayer. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on est tous capables de courir 2 km, puis 3, puis 4, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20, et ce qu'on veut, et c'est possible si on suit un plan d'entraînement, c'est-à-dire si on ne va pas trop vite dans ses allures. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à me dire, j'ai du mal à le dire pour terminer la vidéo, que je suis marathonien. À très bientôt, ciao.